Lors du dîner de Noël, mon frère s'est moqué de mon divorce devant tout le monde. Ma vengeance a été immédiate, j'ai révélé un secret sur son propre couple, jetant un froid glacial qui a prématurément écourté le repas. C'était la 2e semaine de décembre quand le message annuel de ma mère pour les fêtes est arrivé. Toujours à la même heure, comme une horloge. Le dîner de Noël sera chez nous cette année, à 18h pile. S'il te plaît, apporte un dessert ou du vin. Je t'aime. Et comme toutes les autres années, j'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû, hésitant à répondre. Ce n'est pas que je détestais Noël. Honnêtement, je l'aimais avant. J'aimais le doux bourdonnement des champs en arrière-plan, l'odeur de la cannelle et du clou de girofle, la façon dont la neige adoucissait tout. Mais depuis mon divorce il y a 6 mois, je n'avais pas vraiment envie de décorer la maison. Et passer 3 heures dans une pièce avec des gens qui traitaient ma vie privée comme des potins de tabloïd ne ressemblait pas à la réunion de famille chaleureuse et festive que maman aimait imaginer. Je m'appelle Olivier. J'ai 34 ans, je vis juste en dehors de Lyon, et jusqu'à récemment, j'étais marié à une femme nommée Sophie. Nous nous sommes rencontrés à l'université, sommes restés ensemble à travers les changements d'emploi, l'achat de la maison, le chaos du début de carrière, le tableau complet. Jusqu'à ce qu'un jour, ce tableau se fissure. Pas de tromperie, pas de scandale, juste un détachement silencieux et la lente réalisation tacite que nous voulions des vies très différentes. Le divorce a été mutuel, respectueux, et aussi propre que possible. Mais essayez de dire ça à mon frère Nicolas. Nicolas a 2 ans de plus, et si vous le rencontrez un jour, vous le saurez en 5 minutes. C'est le genre de gars qui se présente avec une poignée de main ferme et une humble vantardise. Généralement à propos de son nouveau 4x4, de son handicap au golf, ou de l'équipe qu'il gère au travail, qui, pour autant que je sache, se compose de 2 stagiaires et d'un gars nommé Michel qui ne répond jamais aux emails. En grandissant, il était toujours plus bruyant, plus audacieux et bien plus charmant, de cette manière brusque et amicale. Et nos parents adoraient ça. Ma mère l'appelait sa fusée. J'étais son haut penseur. Traduction, il causait le chaos et je le rangeais. Alors, quand je suis arrivé au dîner de Noël l'année dernière, fraîchement célibataire et pas d'humeur pour la conversation, je m'attendais à quelques moments gênants. Peut-être un commentaire passif-agressif de tante Louise sur le fait que le mariage est un travail difficile, ou l'un des cousins demandant si je voyais déjà quelqu'un avant même que j'ai enlevé mon manteau. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Nicolas décide de me transformer en la blague de la soirée. La première heure environ fut plutôt tolérable. Ma mère avait décoré la salle à manger comme si elle organisait un téléfilm de Noël. Vaisselle à bord doré, grandes bougies blanches, guirlandes enroulées autour de chaque rampe. Tout le monde agissait assez gentiment. J'ai bavardé avec ma cousine Julie à propos de son nouveau chien. J'ai aidé ma nièce à lasser sa chaussure. J'ai ri aux histoires habituelles de papa, même si je les avais entendues 100 fois. Nicolas et sa femme Clara sont arrivés en retard comme d'habitude, s'engouffrant avec la brise et l'odeur de parfum cher. Clara a embrassé tout le monde sur la joue comme si nous étions tous des figurants dans un film français et a fait une grande démonstration de déballer le dessert. Elle a apporté un article de pâtisserie hors de prix dans une boîte avec des lettres dorées. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner, a-t-elle dit avec une fausse petite moue. Mais ça, c'est de la vraie vanille de Madagascar. Nicolas a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri. Comment va la vie de célibataire, petit frère, a-t-il dit assez fort pour que quelques têtes se tournent. Je lui ai donné un sourire forcé. Bien, ai-je dit. Calme, a-t-il ri. Je parie que oui. J'ai essayé de ne pas me laisser atteindre. C'était la manière de Nicolas. Il aimait être le centre d'attention. Aimait se moquer quand il pensait pouvoir faire rire. Avant, je pouvais l'ignorer, mais quelque chose dans son ton suffisant, comme s'il était fier d'être marié, fier que je ne le sois pas, m'a agacé. Je suis retourné à mon verre, espérant que ce serait la fin. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. Le dîner fut un flou de purée de pommes de terre, de dinde et de tension passive. Chaque fois que je pensais que nous étions passés à autre chose, Nicolas revenait à la charge. À un moment donné, il a demandé si j'avais pensé à essayer l'une de ses applications, comme si j'étais un oncle triste et solitaire qui avait besoin d'être mis en couple. À un autre, il m'a donné un coup de coude et a dit « Eh, au moins tu n'as plus à écouter quelqu'un ronfler, n'est-ce pas ?» Clara se contentait de sourire comme si tout cela était un amusement inoffensif. Et maman le faisait taire,
mais doucement, comme si cela ne la dérangeait pas vraiment. J'ai gardé mon calme, à peine. Mais au moment où le dessert a été servi, le gâteau hors de prix de Clara qui avait le goût de sucré d'air, j'étais prêt à rentrer chez moi. J'avais même sorti mon téléphone pour vérifier le temps d'attente d'un Uber quand Nicolas s'est levé, fourchette à la main, et a tapoté son verre. Bien, tout le monde, a-t-il dit avec ce sourire stupide et satisfait. Je sais que nous attendons habituellement papa pour porter le toast, mais je veux juste dire quelques mots. Cela a été une grande année, n'est-ce pas? Julie a obtenu son diplôme. Clara a lancé son podcast. Maman a finalement eu sa cuisine rénovée. Et notre petit frère ici, il s'est tourné vers moi, les yeux pétillants d'une fausse sincérité. Eh bien, il est officiellement de retour sur le marché. Célibataire et désespéré. Des rires ont parcouru la table. Tous n'ont pas ri, mais suffisamment. Tante Louise a couvert sa bouche comme si elle ne savait pas si elle devait rire. Papa a ri doucement. Même ma mère a souri maladroitement, comme si elle ne savait pas s'il fallait le gronder ou non. Et là, j'étais assis, un verre de vin à mi-chemin de mes lèvres, sentant que le sol s'était dérobé sous moi. C'est là que je l'ai dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levé. J'ai juste posé le verre, j'ai regardé Nicolas droit dans les yeux et j'ai dit, c'est drôle venant de quelqu'un dont la femme m'a demandé la semaine dernière si notre avocat était bon. Le silence qui a suivi fut absolu. Personne n'a bougé. Le sourire de Clara a disparu si vite, c'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Sa chaise a raclé bruyamment sur le sol alors qu'elle se levait et quittait la pièce sans un mot. Le visage de Nicolas s'est vidé de ses couleurs. Pour une fois dans sa vie, il n'avait pas de réplique. Le reste de la nuit s'est déroulé au ralenti. Mais ce moment était l'étincelle. Et ce n'était pas seulement à propos du toast. C'était à propos des années passées à être le frère silencieux, le deuxième choix, celui qui ne faisait jamais de vagues. Et j'ai réalisé quelque chose en étant assis là dans le silence gênant que Nicolas avait créé pour lui-même. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le trajet de retour cette nuit-là fut silencieux, mais mes pensées étaient tout sauf ça. Des flocons de neige s'éparpillaient sur mon pare-brise comme de l'électricité statique, et mes doigts se crispaient sur le volant chaque fois que je rejouais la voix suffisante de Nicolas dans ma tête, célibataire et désespéré. Je pouvais encore voir la lueur de malaise sur le visage de Clara juste avant qu'elle ne sorte en trombe, le silence stupéfait qui s'ensuivit. La façon dont la main de Nicolas avait légèrement tremblé alors qu'il se rasseyait et faisait semblant de boire son vin. Il ne m'avait pas dit un autre mot cette nuit-là. Ni maman. Pas vraiment. Elle m'avait offert un bonne route polie à la porte, ses yeux fuyant au-delà de moi comme si elle regrettait déjà de nous avoir invités tous les deux. Je n'étais même pas en colère à ce moment-là, juste engourdi, comme si j'avais fonctionné en pilote automatique pendant si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait d'être insulté en face et de le ressentir vraiment. Et sous l'engourdissement, il y avait autre chose, quelque chose de plus vif, pas seulement du ressentiment, pas seulement de l'embarras, mais une clarté très spécifique. Parce qu'à ce moment-là, alors que je roulais sur les routes sombres vers mon appartement à moitié vide, je savais que quelque chose avait changé et je ne voulais pas revenir à faire semblant que tout allait bien. Les semaines suivantes, j'ai gardé mes distances. Pas de texto, pas d'appel. Je me suis occupé avec le travail, j'ai passé des week-ends à faire de la randonnée, j'ai acheté quelques plantes dont je n'avais aucune idée comment m'occuper. Je pensais que le silence apaiserait peut-être les choses, que Nicolas s'excuserait, que maman prendrait de mes nouvelles. Mais le groupe de discussion familiale est resté silencieux, sauf pour un mème occasionnel ou un rappel que l'anniversaire de papa approchait à la mi-janvier. L'anniversaire de papa était généralement une affaire décontractée. Dîner à la maison, gâteau acheté au magasin, papa racontant la même blague sur le fait d'avoir 29 ans à nouveau. J'ai hésité à y aller, mais finalement, j'y suis allé. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour papa. Il avait toujours été un observateur plus silencieux, jamais du genre à prendre parti. Et même s'il ne m'avait pas défendu à Noël, il n'avait pas ri non plus. Cela comptait pour quelque chose. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà là. Nicolas était sur le canapé avec une bière à la main, les jambes écartées comme s'il possédait l'endroit. Clara n'était pas avec lui. Au lieu de cela, il était flanqué de mon cousin Louis et d'un gars que je ne reconnaissais pas, parlant bruyamment d'une nouvelle opportunité d'investissement.
Maman était dans la cuisine, dressant des chicken tenders comme s'il s'agissait d'un plat 5 étoiles. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a offert un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. J'ai dit que je viendrais. Je lui ai tendu la bouteille de vin rouge que j'avais apportée et j'ai reculé, attendant la pause gênante habituelle. Elle l'a prise sans commentaire, puis s'est tournée vers le four, marmonnant quelque chose à propos des petits pains qui brûlaient. Le dîner fut tendu, mais pas de manière évidente. C'était le genre de tension qui vous colle à la peau, où chaque sourire semble un peu trop forcé et chaque question sonne comme un test. Nicolas m'a à peine regardé de toute la soirée, mais il a pris soin de mentionner l'absence de Clara. Elle est en voyage, a-t-il dit quand quelqu'un a demandé. Elle avait besoin d'une pause. Louis a ricané, de quoi? De ton ego. Tout le monde a ri sauf Nicolas. Son sourire a vacillé une seconde et ses yeux ont jeté un coup d'œil vers moi comme s'il pensait que j'avais orchestré le coup. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à manger mes chicken tenders et à faire semblant de ne pas le regarder se décomposer. Après le dîner, nous nous sommes réunis dans le salon pour le gâteau et les cadeaux. Papa a ouvert un nouveau pull, un livre qu'il avait déjà lu, une boîte de balles de golf. Puis Nicolas s'est levé et lui a tendu une grande enveloppe cadeau. Ceci, a-t-il dit avec un flair dramatique, est quelque chose de spécial. Papa l'a ouvert lentement, et à l'intérieur se trouvait une brochure glacée, une impression d'une location de vacances dans les Vosges. Nicolas a souri. J'ai loué un chalet pour toi et maman pendant une semaine en février. Accès pas complet. Suite royale. Vue sur la montagne. Maman a halté. Oh, Nicolas. Papa a semblé touché, sincèrement. J'ai même ressenti un pincement de chaleur pendant une seconde jusqu'à ce que je voie Nicolas me regarder du coin de l'œil juste assez longtemps pour voir si je le remarquais. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas pour papa. Ça ne l'a jamais été. C'était une question de contrôle, de performance, de rappeler à tout le monde qui était le vrai succès dans la famille. Il ne voulait pas seulement être l'enfant chéri. Il voulait que je le sache, que je reste silencieux pendant que tout le monde applaudissait et gloussait devant sa générosité. Plus tard, alors que tout le monde se disait au revoir, maman m'a pris à part dans le couloir. Sa voix était basse, conspiratrice. Je sais que ton frère peut être impulsif, a-t-elle dit, comme si Nicolas était un enfant en bas âge qui jetait des Legos quand il était contrarié. Mais tu l'as en quelque sorte pris en embuscade à Noël. Ce n'était pas juste. J'ai cligné des yeux. En embuscade. Elle a baissé encore plus la voix. Ce commentaire sur Clara, c'était excessif. Tu l'as embarrassé. J'ai laissé échapper un rire amer. Il m'a traité de célibataire et désespéré devant toute la famille. Mais c'est moi qui l'ai embarrassé? Elle m'a donné ce regard, celui que j'avais reçu 100 fois enfant quand Nicolas cassait quelque chose et que j'étais blâmé pour avoir aggravé la situation. Cette expression douce et fatiguée qui disait « Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber ?» Je dis juste, a-t-elle chuchoté. Il traverse beaucoup de choses. Clara est distante. C'est difficile pour lui. J'ai reculé. Alors, au lieu de s'occuper de son mariage, il se moque du mien pour se divertir? Elle n'a pas répondu. Et juste comme ça, quelque chose s'est brisé. Je suis parti sans dire au revoir à Nicolas, ni à maman, ni à personne d'autre. Le trajet de retour fut plus froid cette fois, plus vide, parce que maintenant je savais vraiment où j'en étais. Au cours du mois suivant, les choses n'ont fait qu'empirer. Ma cousine Julie m'a appris que Nicolas racontait aux gens que je spiralais après le divorce, que j'étais devenu agressif parce que je ne pouvais pas supporter d'être seul, que j'avais inventé cette histoire à propos de Clara juste pour semer le trouble. C'était comme s'il s'était construit un arc de rédemption complet, le mari loyal publiquement humilié par son petit frère amer et instable. Mais ce qui m'a vraiment poussé à bout, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. C'est arrivé à mon appartement un samedi fin février. Je venais de rentrer de l'épicerie quand j'ai trouvé une enveloppe blanche glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom, Olivier, écrit au marqueur noir épais. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage. Nicolas et Clara, renouvellement de vœux. Le 17 mars. J'ai fixé la date longtemps, puis la carte gaufrée dorée. Elle avait l'air chère, dramatique, comme quelque chose sorti d'un magazine de mariage.
Le genre de choses que les gens font quand ils veulent repartir de zéro après une période difficile. Mais ce n'est pas ce qui m'a tordu l'estomac. C'était la note griffonnée au dos de la main de Nicolas, « J'espère que tu pourras venir cette fois. N'oublie pas d'amener un +1. » C'était tout. Pas d'excuses, pas de tentative de paix, juste une autre blague, une autre performance. Et ce n'était pas seulement un rappel que j'étais seul. C'était un défi, un pari. Comme s'il voulait voir jusqu'où il pouvait pousser avant que je ne craque. Eh bien, il allait le découvrir parce que si Nicolas voulait un spectacle, j'étais enfin prêt à lui en donner un. Et cette fois, je n'allais plus jouer le frère silencieux. Je ne me souviens pas avoir laissé tomber l'invitation. Je me souviens juste l'avoir vue sur le sol, face visible, me narguant là où elle avait atterri. Renouvellement de vœux. C'était écrit en écriture cursive élégante comme une célébration tordue du gaslighting. Nicolas et Clara se réengageant l'un envers l'autre devant la même famille devant laquelle ils m'avaient humilié, tout en s'assurant que j'avais un siège au premier rang. Quelques semaines plus tôt, j'aurais peut-être froissé cette invitation, l'aurais jetée directement à la poubelle, et me serais blotti avec une bouteille de vin et un film à peu près décent qui était en vogue sur Netflix. Mais quelque chose avait changé. C'est drôle. J'ai toujours pensé que toucher le fond se sentirait dramatique, comme une dépression ou une sorte d'explosion. Mais pour moi, c'était plus silencieux, comme rester dans une pièce vide après une tempête. Les murs sont toujours là, mais quelque chose a disparu. Une chaleur, une illusion. J'ai fixé cette enveloppe pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de rage. Je me suis juste assis avec. J'ai pensé à tout. Le dîner de Noël, l'anniversaire de papa, maman me coinçant dans le couloir, me disant que j'étais le problème. Le petit sourire de Nicolas quand il m'a remis ce voyage coûteux. Le regard complice, la cruauté désinvolte de quelqu'un qui a toujours cru qu'il était le personnage principal et que j'étais juste un bruit de fond. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être la personne la plus mature. Celui qui ne faisait pas de scène. Celui qui ravalait la douleur et appelait ça de la maturité. Et où cela m'avait-il mené? Seul. Alors, non, je n'allais pas jeter l'invitation. J'allais la garder. La coller sur le frigo si je devais le faire. Un rappel, une date limite. Et à partir de ce moment, j'ai tranquillement commencé à me reconstruire. D'abord, j'ai cessé de consulter le groupe de discussion familiale. Non pas juste l'ignorer, je l'ai quitté. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste disparu. Je les ai laissés se demander. Ensuite, j'ai pris mon appartement au sérieux. Il avait toujours semblé temporaire, comme si j'étais squatteur dans un espace que je n'avais pas mérité. Sophie et moi avions décoré notre ancien appartement ensemble, choisi des meubles, discuté des tapis. Mais celui-ci, c'était le mien depuis presque 6 mois, et je le traitais comme une escale. Alors, j'ai peint les murs, me suis débarrassé du canapé qui s'affaissait au milieu, commandé des bibliothèques, les ai remplis de romans que j'avais toujours voulu lire, accroché quelques gravures, rien de sophistiqué, juste de petites choses qui le faisaient ressembler à moi. Et pour la première fois depuis le divorce, j'ai cessé d'entrer chez moi en ayant l'impression d'attendre que quelque chose se termine. Le travail a suivi. J'étais concepteur UX pour une entreprise de logiciels de taille moyenne. Rien de glamour, mais solide. Pendant des mois après la séparation, j'avais été en mode automatique, faisant le minimum, éteignant ma caméra pendant les réunions Zoom, laissant mes collègues porter l'énergie. Mais en mars, je me suis porté volontaire pour diriger une présentation pour un nouveau client. On ne me l'avait pas assigné. On ne s'attendait pas à ce que je le prenne, mais je l'ai fait, et ça faisait du bien, comme étirer un muscle que j'avais oublié avoir. Le projet concernait une application de santé mentale, et je me suis retrouvé à m'en soucier plus que prévu. J'ai passé des nuits tardives à peaufiner les mises en page, à rechercher des fonctionnalités d'accessibilité, à réécrire du contenu jusqu'à ce qu'il ne sonne pas seulement amical, mais réel. Lorsque nous l'avons présenté, le client a demandé à me rencontrer personnellement pour me remercier. Et ce moment, cette reconnaissance silencieuse, cela signifiait plus pour moi que n'importe quel toast de vacances ou compliment forcé n'avait jamais signifié. Et puis il y a eu Hélène, une amie à moi, quelqu'un que je n'avais pas beaucoup vu depuis l'université, m'a contacté pour prendre un café.
Elle avait vu quelques articles UX que j'avais partagés sur LinkedIn et voulait des conseils pour une association à but non lucratif avec laquelle elle travaillait. Rien de majeur, a-t-elle dit. Juste quelques ajustements de design. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville et ce qui devait être une faveur d'1 heure s'est transformé en une conversation de 3 heures sur tout, de la typographie au dernier album de Taylor Swift. Elle était brillante, drôle, directe d'une manière qui me faisait me sentir à la fois mis au défi et compris. Nous n'avons pas parlé du divorce. Pas alors, pas vraiment. Mais je lui ai parlé du renouvellement de vœux, de l'invitation, de la note de Nicolas. Et au lieu de pitié, elle a juste dit, c'est un coup de force déguisé en sentiment. Ne lui donne pas ce pouvoir. Quelque chose a changé après cela. Nous avons commencé à nous envoyer des messages, puis à déjeuner. Puis lentement, prudemment, à passer du temps réel ensemble. Ce n'était pas romantique au début, juste stable. Un rappel qu'il y avait des gens qui ne me définissaient pas par ce que j'avais perdu. Et peut-être la plus grande surprise de toutes, j'ai commencé à courir. Au début, c'était juste pour évacuer l'énergie agitée. Je détestais les salles de sport, je détestais les faux slogans de motivation et les gens qui grognaient près des squat racks. Mais courir, c'était simple. Chaussures, sweat à capuche, écouteurs, rue. J'ai commencé avec 5 minutes, puis 10. Fin avril, je courais pendant 30 minutes sans m'arrêter. Le poids que j'avais pris après le divorce a commencé à fondre. Ma tête était plus claire, plus affûtée. Je n'étais pas miraculeusement guéri. J'avais encore des mauvais jours. Des jours où je fixais l'invitation de mariage et ressentais cette vieille douleur, ce coup de poing dans l'estomac me rappelant que ma famille ne me voyait pas. Pas vraiment. Des jours où j'entendais la voix de Nicolas dans ma tête et voulais crier. Mais de plus en plus, ces jours étaient surpassés par de meilleurs. Des victoires plus silencieuses, celles que personne ne célébrait. Maman m'a contacté quelques fois en mars. Un appel de nouvelles, une blague transférée, un message aléatoire « As-tu besoin de quelque chose ?» Je ne l'ai pas ignoré, mais je n'ai pas non plus beaucoup partagé. J'ai donné des réponses polies, des réponses courtes, assez pour montrer que j'étais vivant, pas assez pour en inviter plus. Puis est venu l'inévitable. Une semaine avant le renouvellement de vœux, elle a appelé. « J'espère vraiment que tu viendras », a-t-elle dit. Ça signifierait beaucoup pour la famille. Je voulais demander pourquoi. Qu'est-ce que cette performance était censée signifier pour moi, mais je connaissais déjà la réponse. Pour elle, se montrer était plus important que d'être respecté. Nicolas m'avait embarrassé, calomnié, et tout ce qu'elle voulait, c'était une photo de toute la famille souriante dans des tenues coordonnées. Parce que c'est ce qui comptait, les apparences. Je n'ai pas décidé, ai-je dit. Elle a marqué une pause. Olivier, ne fais pas de ça une question du passé. J'ai failli rire. Cet effort de café venant de quelqu'un qui traitait chaque réunion de famille comme une rediffusion du même scénario brisé. J'y penserai, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Cette nuit-là, j'ai de nouveau regardé l'invitation. Seulement cette fois, je n'étais pas rempli d'effroi. Je planifiais parce que pendant que je me reconstruisais en silence, j'avais appris quelque chose, comme le fait que le mariage de Nicolas n'était pas aussi parfait qu'il le prétendait. Clara m'avait contacté une fois peu après Noël. Un seul message, vague et apologétique. Elle disait qu'elle se sentait coincée, qu'elle réévaluait tout, et qu'elle était désolée si son silence avait empiré les choses. Je n'avais pas répondu, mais je ne l'avais pas supprimé non plus. Et puis il y avait Louis, mon cousin, le même qui avait plaisanté sur l'ego de Nicolas à l'anniversaire de papa. Lui et moi nous étions discrètement reconnectés autour de quelques verres depuis. Il s'avère qu'il n'était pas non plus un grand fan de Nicolas. Il avait ses propres histoires, ses propres griefs, et un profond sens de loyauté envers les gens qui ne jetaient pas les autres sous le bus pour attirer l'attention. « Tu vas à ce cirque ?» m'a-t-il demandé une nuit. « J'y pense », ai-je dit. Il a souri. « Bien. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Au moment où la semaine du renouvellement de vœux est arrivée, j'avais un costume nettoyé à sec, ma barbe taillée, et un sentiment inattendu de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer à cet événement. Mais pour une fois, je n'y allais pas à l'aveugle. Je n'y allais pas seul. Et je n'y allais certainement pas silencieusement,
parce que Nicolas avait passé toute sa vie à écrire le récit familial, le bruyant, le garçon en or, l'alpha autoproclamé. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que parfois, le silencieux attend juste le bon moment pour parler. Et mon moment arrivait vite. La veille du renouvellement de vœux, le ciel au-dessus de Lyon ressemblait à un décor de film, nuageux, lourd de la promesse de pluie, mais retenant juste assez pour maintenir l'air tendu. Je me souviens d'être resté près de ma fenêtre ce matin-là, café à la main, regardant le vent agiter les branches dehors comme si elles étaient agitées de secret. Je me sentais calme. Trop calme peut-être. Mais il y avait une étrange stabilité en moi, comme si mon corps avait enfin rattrapé quelque chose que mon esprit avait déjà décidé des semaines auparavant. J'avais passé près de 3 mois à me reconstruire physiquement, émotionnellement, mentalement. Et pendant ce temps, l'idée de vengeance avait évolué. Il ne s'agissait plus d'humilier Nicolas. Pas directement du moins. Il s'agissait de perturber l'histoire qu'il s'était écrite. Celle où j'étais juste le triste petit frère en arrière-plan, seul et ignoré. Celle où il jouait le rôle principal dans chaque récit familial. Non, cette fois, c'est moi qui écrirai le script. Cela a commencé subtilement. Quelques conversations bien placées, des prises de contact discrètes. Je n'allais rien faire de bruyant. Pas de dispute hurlante, pas de verre jeté au visage. Je voulais quelque chose de plus intelligent, de plus tranchant. J'avais parlé plus fréquemment à Louis. En partie parce que je l'appréciais sincèrement, et en partie parce qu'il avait un siège au premier rang du monde soigneusement élaboré de Nicolas. Un soir, environ 2 semaines avant le renouvellement, nous étions dans un bar sombre près du centre-ville et je lui ai finalement posé une question que je ruminais depuis un moment. Penses-tu que Nicolas sait vraiment à quel point les choses vont mal avec Clara ? Louis a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, elle m'a envoyé un message en janvier après tout ça. Juste un message, mais ce n'était pas vraiment le genre de choses qu'une personne heureusement mariée envoie. Il a semblé pensif pendant une seconde, puis a pris une gorgée de sa bière et a dit, honnêtement, je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit en dehors de sa propre chambre d'écho. J'ai acquiescé. Penses-tu qu'elle me reparlerait ? Louis m'a regardé longuement, puis a sorti son téléphone. Ne me demande pas. Demande-lui. Il n'a même pas hésité, il a juste envoyé un SMS tout de suite, faisant savoir à Clara que je pourrais la contacter. Et juste comme ça, la dernière pièce s'est mise en place. L'après-midi suivant, j'ai rencontré Clara pour un café, un lieu public, un terrain neutre. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un trench coat, comme si elle rencontrait un journaliste pour une interview scandaleuse. Mais quand elle les a retirées, elle avait l'air fatiguée, pas triste, pas en colère, juste épuisée, comme quelqu'un qui avait fait semblant trop longtemps et oublié à quoi ressemblait son vrai visage. « Je n'étais pas sûr que tu me contacterais », a-t-elle dit. « Je n'étais pas sûr que tu pensais ce que tu disais. » Elle a souri. Touchée. Nous nous sommes assis et je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour empirer les choses, que je n'étais pas amère, que je ne voulais pas revenir sur ce que Nicolas avait dit ou comment elle avait réagi. Ce que je voulais, honnêtement, c'était du contexte et peut-être de la clarté. Elle a soupiré et a baissé les yeux sur son latte. C'est mauvais depuis un moment, a-t-elle dit doucement. Nous étions déjà sur un terrain glissant quand il a porté ce toast. Je pense qu'une partie de lui essayait de prouver quelque chose, qu'il avait toujours le dessus, qu'il avait toujours l'air d'être le gars qui avait tout compris. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé. Je n'ai jamais été en colère contre toi. Embarrassé. Oui, mais pas à cause de ce que tu as dit. À cause de ce que cela a exposé. Je l'ai laissé digérer ça. Laissé respirer. Elle a remué sa boisson. Tu sais, le renouvellement était mon idée, mais pas pour la raison que tu penses. Je voulais que ce soit notre dernière performance. Un acte final. Je me suis dit que si les choses ne changeaient pas après ça, je m'en irais. Mes sourcils se sont levés. Est-ce qu'il sait ça ? Elle a ri. Nicolas, s'il te plaît. Il pense que c'est un tour de victoire. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une question de moi. Nicolas ne m'avait pas seulement sous-estimé. Il avait sous-estimé tout le monde autour de lui, Clara, Louis, probablement même maman. Il supposait que les rôles que nous jouions étaient permanents, que nous étions tous heureux d'orbiter autour de son petit soleil.
Mais les gens changent et les étoiles s'éteignent. Plus Clara et moi parlions, plus cela devenait clair. Nous n'avions pas besoin de détruire Nicolas. Nous avions juste besoin de l'exposer. Laisser la vérité s'échapper à travers les fissures de son image parfaite jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'elle-même. Et le renouvellement de vœux, c'était la scène parfaite. Nous n'avons pas élaboré de grands plans. Nous n'en avions pas besoin. Il a suffi d'un peu d'honnêteté, de quelques coups de pouce, de quelques conversations bien placées dans les bons coins, d'un commentaire stratégique, d'une révélation lente. Laissons le public relier les points. Les jours suivants ont été calmes, calculés. J'ai dit à Louis ce que j'avais appris. Il m'a dit qu'il avait remarqué les mêmes choses. Clara devenant plus distante, Nicolas s'accrochant plus fort au contrôle. Nous avons décidé de nous présenter ensemble. 2 participants solitaires n'ayant rien à prouver et tout à observer. Puis j'ai choisi mon costume. Il était bleu marine, coupe nette, légèrement ajusté à la taille, quelque chose que Sophie aurait appelé dangereusement discret. Je l'ai assorti d'une cravate anthracite, de chaussures cirées et du plus petit sourire narquois que j'ai jamais arboré en public. Le genre qui dit que vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Hélène m'a envoyé un message ce matin-là. Hélène, je respire à peine. J'ai répondu, souviens-toi, ce n'est qu'une pièce remplie de gens qui ne t'ont jamais vu à pleine puissance. J'ai fait une pause, puis j'ai tapé. Tu viens, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu tout de suite, mais 30 minutes plus tard, elle a envoyé une photo. Elle portait une robe rouge lit de vin et des talons qui ressemblaient à une menace. Sa légende disait simplement, garde-moi une place. J'ai souri. Je n'avais pas prévu d'amener un rendez-vous, mais quelque chose dans le fait d'entrer dans ce lieu avec quelqu'un qui ne venait pas de ce monde, quelqu'un qui ne me connaissait que comme moi, pas comme le petit frère de Nicolas, me semblait important. Le renouvellement a eu lieu dans une salle de réception haut de gamme en périphérie de la ville. Il y avait de fausses colonnes grecques, trop de marbre, et une fontaine dans le hall qui sentait vaguement le chlore et les roses. Quand je suis entré, j'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce de théâtre à mi-parcours. Tout était posé. Des sourires trop larges. Des robes trop serrées. Des rires trop forts. Et au centre de tout, Nicolas. Il portait un smoking comme s'il l'avait loué au tailleur personnel de James Bond. Cheveux gominés. Sourire figé comme s'il l'avait répété devant le miroir. Quand il m'a vu, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Surprise, peut-être. Agacement. Je ne pouvais pas dire, mais son sourire n'a pas faibli. Regardez qui a décidé de sortir de l'exil, a-t-il dit en me tapant l'épaule. J'ai assorti son ton. Je n'aurais pas manqué ta grande performance. Il a ri comme si je plaisantais. Puis il a remarqué Hélène à côté de moi. Oh, et tu as amené Hélène, a-t-elle dit, tendant sa main avec assurance. Ravi de vous rencontrer. La poignée de main de Nicolas a légèrement flanché. Plaisir. Je l'ai regardé évaluer son apparence, son aplomb, la façon dont elle me regardait dans les yeux, et j'ai su que ça le dérangeait. Non pas qu'il se soucie de qui je fréquentais, mais parce qu'il ne s'attendait pas à ce que j'arrive avec quelqu'un qui n'avait pas l'air fragile. Nous avons trouvé nos places près du devant. Clara n'était nulle part en vue. Les invités arrivaient peu à peu. Les flûtes de champagne circulaient. Un bavardage poli emplissait la pièce. Et lentement, discrètement, j'ai commencé à semer des graines. Ce n'était pas difficile. Un commentaire chuchoté à maman, Clara semble nerveuse. J'espère qu'elle va bien. Une question désinvolte à tante Louise, Nicolas vous a-t-il déjà raconté ce qui s'est passé la nuit après Noël? Un coup d'œil de côté pendant le discours de Nicolas qui a fait rire Louis assez fort pour attirer quelques têtes. Rien de majeur, juste des frictions, du doute, des changements subtils dans le regard du public. Au moment où Clara a descendu l'allée dans une robe élégante et minimaliste, pas blanche de mariée, mais d'un argent doux qui scintillait sous les lumières. La pièce bourdonnait de questions tacites. Et puis, juste avant le début de la cérémonie, Clara a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle s'est avancée vers le pupitre et a demandé à parler. Pas Nicolas, pas l'officiant, elle. Elle avait l'air radieuse, non pas comme une femme amoureuse, mais comme quelqu'un qui reprenait sa voix après un long silence. Et quand elle a commencé à parler, eh bien, disons simplement que l'atmosphère de la pièce a complètement changé.
La salle est tombée dans un genre de silence qui ne ressemblait pas au respect. Il ressemblait à de l'incertitude. Le genre de silence qui se produit quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, mais personne n'est encore sûr si c'est intentionnel. Clara se tenait au pupitre, ses yeux balayant la foule comme si elle cherchait une encre. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'était pas ébranlée. Elle semblait prête, et c'est ce qui a effrayé Nicolas. Il avait un bras négligemment accroché au dossier de sa chaise, sa flûte de champagne reposant contre sa jambe, mais son sourire, il était crispé. Trop dedans. Sa mâchoire s'est contractée quand Clara s'est éclairci la gorge, a ajusté le micro et a dit « Je n'étais pas censé parler. » Du moins, pas avant les vœux. Mais j'ai réfléchi à ce que signifie réellement un renouvellement. Et j'ai réalisé que ce n'est peut-être pas seulement répéter des mots. C'est peut-être réévaluer ce que ces mots signifiaient la première fois. Quelques rires polis, principalement de l'arrière de la salle, mais j'ai attrapé le regard qu'elle a lancé à Nicolas. Un rapide coup d'œil acéré comme un rasoir. J'avais 25 ans quand Nicolas et moi nous sommes mariés pour la première fois, a-t-elle poursuivi, la voix stable. Je pensais que l'amour signifiait faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les vôtres. Je pensais que cela signifiait protéger leur image, même au détriment de votre propre voix. Je croyais que plus vous pardonniez, plus vous deveniez digne. Elle a fait une pause. Les doigts de Nicolas se sont serrés sur son verre. Mais ce que j'ai appris, a dit Clara, c'est que l'amour, tout l'amour, ne demande pas le silence. Il n'exige pas que vous riez quand vous êtes humilié ou que vous acquiesciez quand vous êtes blessé. Il n'arrive pas en retard, ivre de louanges, prêt à faire un spectacle de la douleur de quelqu'un d'autre juste pour se sentir important. Les gens se sont agités sur leur siège. Clara a souri doucement, pas à Nicolas, à la salle. Et il ne fait certainement pas de discours au dîner de Noël en se moquant du divorce de quelqu'un, puis passe des mois à gaslighter tout le monde en leur faisant croire qu'il était la victime. Et juste comme ça, l'air s'est brisé. Le visage de Nicolas est devenu pâle, pas visiblement au début, mais de la manière subtile que seul quelqu'un qui le connaîtrait bien reconnaîtrait. La façon dont ses lèvres se sont amincies et ses jambes ont cessé de rebondir. Il s'est penché en avant, se levant à moitié de son siège comme s'il allait se précipiter vers le micro. Mais Clara a levé une seule main. « Je ne suis pas ici pour t'humilier, Nicolas. C'est ton jeu. Je suis ici pour y mettre fin. » Elle s'est tournée vers le public. Ce renouvellement n'aura pas lieu aujourd'hui parce que je ne me lierai pas à un homme qui transforme la douleur de son propre frère en une blague. Un homme qui valorise l'admiration au détriment de l'intimité, le contrôle au détriment de la compassion, et la performance au détriment du partenariat. Des halètements. Cette fois, de vrai. Tante Louise s'est cramponnée à son collier de perles, elle s'y est réellement cramponnée, ce qui semblait presque caricatural si cela n'avait pas été si parfaitement synchronisé. Ma mère avait l'air de s'être fait gifler avec une serviette mouillée. Louis a sifflé doucement à côté de moi. Hélène s'est légèrement penchée en avant, les mains jointes, les yeux brillants. Clara a regardé Nicolas droit dans les yeux, puis a baissé la voix de sorte que la salle a dû se pencher pour l'entendre. Tu as passé toute ta vie à écrire le récit, Nicolas. Te faisant le héros, le gagnant, le showman. Mais voici le truc avec les récits. Elle est descendue du pupitre et s'est dirigée vers sa chaise, sa voix toujours calme, mais résonnante. Il ne fonctionne que si le public y croit. Et aujourd'hui, je pense que tu viens de le perdre. Elle a pris sa pochette, a ajusté sa robe argentée, et s'est dirigée vers la porte. Je déposerai une demande de divorce lundi. Et puis elle est sortie juste comme ça. Pas de larmes, pas de théâtralité, juste du pouvoir. La pièce n'a pas éclaté. Elle a frémi. Des murmures discrets, des têtes qui tournent, quelques personnes s'éclaircissant la gorge maladroitement. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Et Nicolas, il est resté là, immobile, le visage vide, jusqu'à ce que finalement, lentement, il se lève. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste dirigé vers le pupitre, et a regardé le micro comme s'il pouvait lui offrir une bouée de sauvetage. Puis il a marmonné quelque chose à propos de difficultés techniques, a fait volte-face et est sorti en trombe par la sortie du personnel près du bar. C'était glorieux. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je voulais le ressentir, le laisser s'imprégner dans ma peau comme le soleil. Toute ma vie, Nicolas avait été celui qui contrôlait le récit. Il donnait le ton, décidait qui recevait de l'attention et qui était mis de côté. Et maintenant,
il était là, exposé, abandonné, humilié dans le seul endroit qu'il avait construit comme un monument à lui-même. Et je n'avais pas levé la main sur lui. Je n'avais même pas élevé la voix. C'est ce qui le rendait parfait. Au cours des 20 minutes suivantes, la salle a commencé à se vider. Il n'y a eu aucune annonce, aucune vraie fin, juste des groupes d'invités confus marmonnant des excuses et prenant leur manteau. Certains ont essayé de sauver le bar ouvert. Quelques parents ont essayé de faire en sorte que ce soit à leur sujet. Tante Louise m'a accosté pour me demander si j'étais au courant de tout cela, comme si j'avais caché des secrets d'État. Je suis aussi surpris que vous, ai-je menti, en sirotant mon champagne. Mais je suis fier d'elle. Maman ne s'est pas approchée de moi. Elle avait l'air de vouloir le faire, comme si elle avait un discours prêt, mais le poids du moment la retenait. Elle m'a juste regardé à travers la pièce comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Finalement, Hélène a glissé sa main dans la mienne. Prêt à partir? Plus que prêt. Nous sommes sortis sans nous retourner. Les conséquences sont arrivées par vagues. 2 jours plus tard, Clara a demandé le divorce comme promis. Cela a fait le tour des ragots locaux, quelques messages Facebook acerbes de la part de parents qui adoraient encore la version des faits de Nicolas, mais ils ont été rapidement étouffés par le silence. Nicolas ne s'est pas présenté au dîner de famille suivant. Maman m'a contacté avec prudence. Elle s'est excusée à sa manière, non pas avec les mots que je voulais, mais avec un long email sur le fait de réexaminer ses propres angles morts et de vouloir faire mieux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps, mais les excuses sont venues. C'était suffisant pour l'instant. Papa, toujours le silencieux, m'a appelé une semaine plus tard. Il n'a pas dit grand-chose. Juste, fils, c'était quelque chose d'autre. Je t'ai vu. Je t'ai vraiment vu et je suis fier. Je ne pense pas qu'il m'ait jamais dit cela directement auparavant. Louis et moi sommes restés proches. Nous avons pris des bières, fait des blagues, ri du fait que personne ne l'avait vu venir, pas même nous. J'ai découvert plus tard qu'il avait filmé le discours de Clara sur son téléphone. Non pas pour le poster, non pas pour l'utiliser comme arme, juste pour se souvenir, parce que, comme il l'a dit, des moments comme ça, ils comptent. Quant à Hélène et moi, nous avons commencé à sortir ensemble officiellement 2 semaines plus tard. C'était lent, intentionnel, sans pression, juste 2 personnes qui avaient toutes deux tranquillement reconstruit quelque chose en elles-mêmes et étaient enfin prêtes à le partager. Un soir, nous étions assis sur mon canapé et elle a levé les yeux et a dit, « Tu sais, je pense que tu avais besoin de tout ça. Pas seulement le divorce, pas seulement le drame, mais la pause. Le moment où tout s'est effondré pour que tu puisses voir ce qui avait besoin d'être reconstruit. » J'ai acquiescé. Oui, je pense que moi aussi. Elle a penché la tête. Regrettes-tu quelque chose? J'y ai réfléchi un long moment. Non, ai-je dit finalement. Parce que pour la première fois, je n'ai pas seulement survécu à l'histoire. Je l'ai réécrite. Cela fait 6 mois maintenant. Nicolas a essayé de me contacter une fois, un vague SMS pour prendre un verre et remettre les choses au clair. Je l'ai laissé en lu, non pas parce que je le déteste, mais parce que j'ai enfin cessé d'avoir besoin de sa validation. C'était la vraie vengeance. Pas le discours de Clara, pas les retombées, pas les visages stupéfaits dans le public. C'était le simple fait que je ne vivais plus dans son ombre. J'étais entré dans la lumière et j'y suis resté. Il a toujours pensé qu'il était le personnage principal jusqu'à ce que le public commence à applaudir pour moi à la place.